Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arizona O'Neill et on est là aujourd'hui pour parler de l'écriture et si c'est quelque chose de thérapeutique ou quelque chose peut-être qui nous font du mal des fois. Mais j'ai 3 auteurs ici avec moi et sont tellement différentes un à l'autre. On a Ariane Arpin-Delorme, merci, qui est une autrice, journaliste, blogueuse, conférencière, recherche et fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Ariane est passionnée et un passionné qui se nourrit d'express extrêmes et isolites. Excuse-moi, des fois, lire à voix haute, c'est un peu difficile pour moi. Mais ça se voit que Ariane, avec son nouveau livre « Tenir debout », elle fait beaucoup de choses dans la vie. C'est pas juste une autrice. Alors, on va parler un peu de ses voyages aujourd'hui et commencer à rentrer dans son livre. On a Marie Demers à la fin, ici, avec son nouveau livre « Les détournements ». Ça, c'est l'autofiction. Alors, tu vois, on a essayé l'autofiction. Marie Demers vit pour l'écriture. Elle est une éditrice, chargée de courses, autrice de nombreux albums et romans. Et on a Alain, excuse-moi, Chavarier. Je les ai pratiqués hier soir, mais là que je suis là, je suis timide. Alors, Alain Chavarier est un réalisateur, monteur et collaborateur à la Fabrique culturelle depuis 2013. Il est détenteur du baccalauréat de cinéma à la en peindre à la Nova Scotia College of Art and Design et a un certificat de réalisation de l'Institut national de l'image et du son. Alors aussi, on a quelqu'un qui n'est pas juste un auteur aussi. Alors, je vais juste commencer avec des questions plus générales sur l'écriture. Là, on a juste fait les bios. Excuse-moi, c'était pas parfait. Mais Marie, ton bio, ça commence avec Marie Demers vit pour l'écriture. Ça veut dire quoi pour toi, vivre pour l'écriture? Je pense pas que je pense pas que j'ai écrit ma propre bio. C'est sur le livre. Je sais pas si ton micro est live. Est-ce qu'on pourrait y donner? Non, c'est pas vrai. C'est parce que mon éditrice est dans dans la crowd. Je vis pour l'écriture, c'est que c'est très central dans ma vie. C'est aussi parce que c'est aussi en lien avec les détournements où ce livre-là, j'avais l'impression que si je ne l'écrivais pas, j'aurais pas pu continuer ma vie normalement. Il y avait vraiment quelque chose que je devais faire avec l'écriture dans ce livre-là. Je pense qu'en lisant, on comprend pourquoi, mais c'est ça, c'est central dans ma vie, l'écriture. C'est devenu presque ma personnalité là, à ce point-ci. Voilà. Nice. Et Ariane, toi, tu es un journaliste au base, je dirais, ou aussi comme un travel blog, comme une compagnie? J'ai 2 champs, je dirais 2 passions, 2 champs d'expertise. Donc oui, j'ai des études en psychologie, en coaching, etc., mais aussi beaucoup en tourisme et en voyage. Oui, donc, pour moi, le voyage, c'est ma thérapie, mais je suis consciente que c'est pas nécessairement accessible à tous. Mais l'écriture, autant comme journaliste ou comme auteur, je pense que c'est, oui, pour moi, une nécessité créative, mais c'est sûr que pour tenir debout, ça a été davantage un travail journalistique. Donc, j'ai interviewé 60 personnes. C'était 12 personnes, puis finalement, il y a tellement de sujets qui m'ont paru importants. Donc, ça a été vraiment plus un essai journalistique, mais ça m'a aussi permis d'évoluer, d'apprendre. Ça a été thérapeutique pour moi aussi, beaucoup, cet ouvrage-là. Là. Oui, c'est ça que je pensais en le lisant, que ça devrait être thérapeutique à l'écrire quand même et parler à toutes les gens que vous avez parlé. Exact. Alors, Alain, là, tu as coécrit le livre et je voulais savoir, est-ce que c'est plus l'écriture ou l'art qui vous rend de la joie? Laquelle est plus thérapeutique? Déjà, de raconter des histoires à la base, ça, je pense, a un potentiel thérapeutique. Ça ne l'est pas nécessairement.
mais il y a un potentiel thérapeutique dépendant de comment on aborde l'histoire, comment on affronte les choses qu'on affronte en racontant quelque chose, parce qu'on finit toujours par, en quelque part, se raconter. Peu importe de qui on parle, c'est quoi l'histoire qu'on crée. Fait que, en termes de l'histoire, nous, ça nous a pris 7 ans à la faire, moi puis mon co-auteur. Puis une fois par semaine, parce que ça fallait payer le loyer, 4 jours, je faisais des capsules pour la Fabrique culturelle. Puis l'autre journée, je mangeais une omelette chez Mark McGuire, puis on travaillait, puis on écrivait. Puis, ce qui était... On parle de thérapie, là, je veux dire, l'histoire part de personnages qui ont de la misère dans la vie puis qui se rendent vers ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement thérapeutique de l'écrire, à moins qu'on essaye de dévoiler des choses qui nous confrontent puis qu'on fait quelque chose avec. Qu'on le fantasme ou qu'on invente des choses, qu'on le fictionnalise. En le fictionnalisant, je pense qu'il y a quelque chose... C'est là qu'il y a un gros potentiel thérapeutique, c'est qu'on se réinvente et on est obligé de faire face à ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être et le clash entre les deux. Puis le dessin, juste pour finir, ben le dessin, c'est l'inconscient qui sort. Est-ce que tu as fait le dessin en même temps que l'écriture ou vous avez tout écrit et après commencé à l'illustrer? On avait une liste d'épiceries, plus on avait des scènes qui étaient écrites, mais qui n'étaient pas nécessairement développées, pas case 1, case 2, case 3. C'était vraiment, là, il va rentrer dans le restaurant, il va prendre une bière, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, puis quand il va sortir... Fait on s'assoyait, puis on faisait l'espèce de... C'est pas un storyboard, là, mais c'est l'équivalent en BD. On faisait les pages crayonnées, puis je faisais la mise en page au fur. On racontait l'histoire avec le dessin aussi. Fait que c'est arrivé une couple de fois que les dessins ramènent, soit à moi ou à mon co-auteur, nous ramènent soit dans l'enfance ou des souvenirs qui ressortent, qui ont influencé l'histoire par la suite, qui ont influencé comment on construisait le récit, parce que ça venait du dessin. Je trouve ça intéressant de faire un projet avec quelqu'un d'autre et je trouve, Ariane aussi, tu as fait plein d'entrevues, alors tu n'étais pas trop seule, mais Marie, tu étais vraiment seule dans ton projet. Très seule. Et je pense que j'ai lu que tu as dit sans un psychologue, tu n'aurais pas écrit ce livre. Alors, est-ce que c'était quand même difficile à écrire? Oui, c'était difficile à écrire. Mais justement, je reviens de voir ma psy, je la salue. Mais il y a des scènes avec ma psychologue où vraiment comme dit mon collègue, on fictionnalise. Malgré tout, on n'a pas le choix dans la littérature. Là, même si c'est autobiographique, il y a une part qui est fictionnalisée. Là. Évidemment, je me souviens pas exactement de cette séance-là avec ma psy. Fait qu'il y a des choses qui sont comblées, il y a des trous qui sont colmatés, disons. Mais oui, ça a été nécessaire d'avoir un... Bien, je pense pas que l'écriture est nécessairement thérapeutique non plus, mais moi, ma thérapie puis l'écriture, c'est pas la même chose. Au contraire, il y a quelque chose de réactivant même dans la littérature. Hein? On réactive la souffrance en l'écrivant ou en la dessinant. Donc, même dans l'acte de publication, dans le fait de se dévoiler aux autres, que les autres aient accès à notre intériorité, il y a quelque chose de presque traumatisant, en fait, qui, encore là, réactive les traumas dont on parle. Mais c'est ça, j'avais quand même envie de documenter cet accompagnement-là psychologique, puis juste d'inscrire ma vie dans la réalité, tu sais, de faire un peu de moi un personnage, puis que les gens puissent se reconnaître dans ce personnage-là. Et je pense que ça fonctionne bien. Est-ce que tu penses que un avis pour donner à quelqu'un d'autre qui veut écrire, est-ce que tu penses qu'il faut aller à une bonne place mentale pour écrire des traumas dans le passé? Je pense que si on est en pleine crise, on peut pas écrire. Ouais. Il faut... Moi, même quand je suis lendemain de veille, j'ai de la misère à écrire. Même quand si j'ai mal à la tête, je peux pas écrire. Il y a quelque chose... C'est comme un sport de compétition, écrire. Il faut être tellement disponible. Faut tellement être là. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le choix de rejouer des événements difficiles. On n'a pas le choix de se replonger là-dedans. Fait que si on est déjà pas bien, de refaire ça, c'est très difficile. Évidemment qu'il y a des moments où on écrit puis on va pas bien, puis ça sort quelque chose, mais globalement, dans l'exercice, il faut qu'il y ait des moments où on soit à notre plus grande lucidité.
Oui, je pense que c'est un bon avis. Et Ariane, pour votre livre, comment est-ce que tu as fait pour choisir qui mettre dedans, qui faire les entrevues? Alors, explique-nous, il y avait 12 personnes et 48 professionnels, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, j'ai débuté comme en 2020, donc j'avais déjà interviewé quelques personnes, des personnalités connues, donc qui parlaient de leurs troubles de santé mentale. Et finalement, bon, la vie fait bien les choses. Quand on est dedans, on ne le comprend pas ainsi, mais même moi, à ce moment-là, pour faire du pouce sur ce que tu disais, c'était tellement important pour moi, ce projet-là, mais j'étais pas nécessairement dans un bon état d'esprit psychologiquement. Puis pour écrire sur la santé mentale, pour travailler en relation d'aide, déjà, il faut être... c'est prenant, donc il faut être mieux, je dirais. Et donc, finalement, j'ai dû changer d'éditeur pour différentes raisons. Donc, le fait de l'avoir retravaillé plus tard, donc ça a été 1 an et demi là, jusqu'à tout dernièrement, 7 jours sur 7, etc., où j'ai retrouvé, en fait, 12 personnes pour témoigner, donc qui partagent leur vie avec un trouble de santé mentale, donc qui ne les définit pas, mais qui étaient rendus dans un cheminement, et ça aussi, je m'en suis rendu compte, qui étaient rendus dans un cheminement thérapeutique où ils étaient prêts à en parler publiquement pour la première fois, peu importe les conséquences sur leur carrière, sur leur famille. Et donc, les mêmes personnes que j'avais interviewées plus tôt ou d'autres personnes qui étaient intéressées, mais qui avaient peur de retomber là-dedans ou ils n'étaient pas prêts à vivre les conséquences possibles, ça ne fonctionnait pas parce que c'est vraiment le message, c'était, puis même le travail photographique dans le livre, il est très graphique, le livre aussi. C'était le message, ça suffit de vivre dans la honte. Oui. Donc, on vit certains troubles, diagnostiqués ou pas, et on en parle et on est prêt à faire le cheminement thérapeutique. Donc, ces 12 personnes-là devaient être prêtes et aussi, j'ai choisi pas seulement des troubles de santé mentale différents, mais aussi des profils différents pour toucher vraiment le plus de gens possible pour qu'on se reconnaisse. Et par la suite, oui, il y a tellement de sujets qui m'ont paru importants, que ce soit la cyberdépendance, tout ce qui peut nuire ou aider à la santé mentale, mais aussi afin de déconstruire les mythes, vraiment briser les tabous. Donc, j'ai trouvé 48 experts pour faire 60 personnes et qui donnent surtout aussi des pistes et des outils. Et ça, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais ça, c'est une partie importante du livre. On parle vraiment de toutes les approches possibles pour se sentir mieux. Donc, vraiment, je dois avoir interviewé peut-être une centaine de personnes, approché une centaine de personnes pour en choisir une soixantaine. Mais en fait, tout le monde était touché par de près ou de loin, surtout depuis la pandémie, en fait, eux-mêmes ou des proches avec un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas. Donc, je pense que tout le monde était vraiment enthousiaste au projet, disant oui, on a besoin d'un outil comme ça pour compléter ce qui existe déjà aussi. Là. Ouais, c'est vraiment un grand projet d'entrevue 100 personnes. Alors, ça a pris combien de temps? Parce que est-ce que tu ne faisais pas ça à temps plein? J'ose dire que je faisais ça à temps plein, plus mes autres carrières. Là. donc, oui, pendant 1 an et demi, pas mal tous les jours, parce que c'est les entrevues, mais après, c'est évidemment de vulgariser, de réécrire et puis d'avoir aussi leur approbation et puis d'essayer de ne pas être répétitif non plus. Donc, essayer vraiment que ça soit tenir debout. Je veux que ça devienne un ouvrage de référence. Et il est endossé par l'Ordre des psychologues. Donc ça aussi, dans le cheminement, ça a été... ça a pris du temps, mais pour moi, c'était important pour ajouter une crédibilité. Et donc, dans les écoles, etc. Donc, 1 an et demi peut-être, mais tu sais, c'est un livre... c'est jamais juste 1 an et demi. C'est ça, on y pense. Et comme je disais, je pense que je l'ai fait au moins dans le moment où j'étais mieux mentalement dans ma tête. Donc, tant mieux. Oui, tant mieux. Et Alain, alors là, tu as dit que ça a pris 7 ans, tu as dit? Là, c'est long, mais... mais c'est pas trop long. Là. Des fois, j'ai entendu 10 ans, c'est comme un 10 ans, c'est vraiment... j'entends beaucoup. Mais pour un bande dessinée, comment ça fonctionne pour toi? Parce que je sais que tu travailles en cinéma aussi. Est-ce que tu vois les panneaux de bande dessinée liés à cinéma?
Oui, c'est sûr que quand j'ai commencé plus jeune, j'ai d'abord fait de la bande dessinée. Puis ensuite, j'ai passé au cinéma quand j'étais rendu à l'université. Puis il y avait un lien. Tu sais, j'ai tendance à faire des cases un peu plus rectangulaires en forme d'écran de télé, par réflexe professionnel. Je ne vais pas jouer beaucoup avec la forme, c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, l'histoire se déroule un peu comme un film. Fait que je vais juste essayer de capturer le moment, comme on dit en anglais, de trouver l'instant qui va parler le plus en termes de composition, en termes de mise en scène, comment on est placé, où est le regard du lecteur. Puis c'est sûr que tout ce que j'ai fait en cinéma, ça m'accompagne là-dedans, à part l'audio, malheureusement. Oui, beaucoup d'artistes disent que toutes les différentes sortes d'art qu'ils font rentrent dans chacun de leur maîtrise. Tout le Alors, temps. je pense que c'est la vérité pour moi aussi. Et pourquoi ce thème d'être un père et les troubles qui viennent avec ça? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on voit passer? Bien, au départ, ça a commencé, j'ai rencontré mon co-auteur, puis je voulais qu'il joue dans mon équipe de basketball, parce qu'il mesure 6 pieds 10, accessoirement. Puis, C'est comme ça que le livre il commence un peu. oui, Ouais, c'est ça. on a commencé avec Ouais. cette histoire-là, parce que c'est vrai, c'est comme ça. On s'est rencontrés, en fait, dans un gymnase, une activité parents-enfants. Puis moi, quand ma fille est née, ma blonde, c'est une danseuse contemporaine qui était au fait de sa carrière. Moi, je sortais de l'INIS, de l'Institut national de l'image et du son. Fait que j'ai dit, va faire ta carrière, puis moi, je vais m'occuper de notre fille le temps que mes affaires démarrent au ralenti. Fait que j'en parle là-dedans. Ça m'a donné un petit coup d'œil dans le monde de ce que les mères ont vécu un peu. Puis quand j'ai rencontré Marc, lui, il a toujours été prof. Et puis s'occuper de ses enfants, c'était difficile. Fait que tout de suite, on s'est mis à parler comment on fait pour s'occuper de nos enfants. Et on s'est mis à parler de son père, mon grand-père, qui ont fait la guerre, comment ça nous a zéro préparé à s'occuper d'enfants. Au contraire, nos rapports à nos parents sont marqués de ça, teintés de ça. Nos comportements sont teintés de ça. Puis là, tu t'en rends juste compte quand tu as des enfants parce que tout à coup, je me rappelle de ma blonde qui me dit « Non, c'est pas toi, c'est papy là, qui vient de réagir. » J'ai fait comme « Ah, ben oui, j'ai pris ça avec moi, coudonc. » Parce que mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a été prisonnier pendant 6 ans. Il s'est évadé plein de fois. Il a été torturé. Il a vu des camps de concentration comme prisonnier. Il voulait le faire travailler dedans. Bref, puis il est revenu après ça. Puis il me l'a dit à un moment donné. On était au garage, faire réparer ma Renault. C'était un Français. Il voulait que j'aie une Renault dans la vie. Puis il m'a dit la raison pour laquelle j'ai quitté la France, parce qu'ils sont venus au Québec en 52, je pense. Il dit, on a quitté la France parce que si je restais dans le village, comme barbier du village, j'allais virer fou. Comme tous ceux qui étaient au camp avec moi, le pire des camps, 90% sont devenus fous. Il dit, je ne peux pas vivre une vie normale. Je me suis remis en survie comme immigrant qui doit pogner des boulots, qui doit se débrouiller. Puis là, il était à l'aise, puis ça a quand même été très rough pour mon père. Mais il n'est pas devenu, comme il dit, fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet de choc post-traumatique. Il n'est pas devenu alcoolique, il n'est pas devenu violent. Quand il était en colère, par exemple, tout le monde avait peur. Alors, il y a beaucoup de toi dans ce livre aussi. Oui. Est-ce que tu trouves que écrire cette histoire, ça t'a aidé? Bien, moi, avec, j'étais en thérapie pendant 10 ans. Oui. Mais c'est Alors, bon, tout le monde devrait être en oui, thérapie. C'est. Je me rappelle quand j'allais chez ma psy, moi, c'était une psychanalyse, fait que j'étais couché sur le sofa puis tout. Puis il y Elle avait. disait un mot aux 2 ans. Genre? Non, elle parlait plus que ça. Elle était smart. Je sais pas pourquoi. Elle, c'était plus genre Lacan que Freud, mais je sais pas si ça a un lien. Il était linguiste. Puis il y avait des tableaux. Fait que pendant 10 ans, j'ai regardé des tableaux, puis j'ai posé la question assez vite. Pourquoi il y a des tableaux? J'ai posé tout le temps des questions. Je la faisais parler. Puis elle me répondait toujours « Pourquoi vous pensez qu'il y a des tableaux? » Parce que c'est ça que ça répond à un psy quand on la paye. Puis effectivement, je le savais déjà la réponse en lui posant la question. Les images nous ramènent... On ne maîtrise pas les images comme on maîtrise les mots. Alors, quand on se fait raconter une histoire par des images, ça nous amène à des places soit qu'on ne soupçonnerait pas ou qu'on ne serait pas allé normalement parce que ça nous arrive tout seul.
Ça nous ramène des choses sans qu'on maîtrise le pourquoi nécessairement. Tandis qu'avec les mots, moi, quand j'écris, je trouve ça plus difficile de ne pas formater que quand je dessine. Quand je dessine, il y a des émotions qui vont sortir, je fais comme « Ah ben, gadon! » Mais en écriture, je contrôle beaucoup plus. C'est un exercice de laisser aller l'écriture, tandis que le dessin, c'est une écriture d'exploration, c'est un exercice d'exploration. Oui. Est-ce que tu trouves ça aussi? Oui, mais c'est drôle que tu dis ça parce que dans un de mes romans, Leslie, où elle va voir plusieurs psys, il y en a un, justement, qui a des tableaux partout dans son bureau de psy. Puis, un moment donné, ils ont une discussion sur les tableaux, puis justement, ça m'évoque ça. Mais bref, excuse-moi, c'était quoi la question? Non, mais c'était juste comme, est-ce que tu trouves que il faut avoir un laisser-aller? Oui, pour un laisser-aller, merci. Ah, mais tu sais, moi, j'ai pas ce rapport-là aux images. Je suis vraiment artiste, mais unidimensionnelle. C'est-à-dire que moi, mon art, c'est l'écriture, puis j'ai aucun autre talent, là. Zéro. Fait que, je sais pas, oui, il y a une partie de laisser aller, mais en fait, c'est de présenter des émotions sans tomber dans l'apitoiement, l'autoflagellation, de présenter des traumas sans être dans... Tu sais, je dis souvent, parce que j'enseigne aussi la création littéraire, je dis souvent à mes étudiants, écrire dans un livre « J'ai de la peine » ou « Je pleure », ça n'aura jamais autant d'impact que de décrire ce que ça fait dans un corps, vraiment. Tu sais. Tu peux dire « je suis triste ». Ça me donne rien, moi, que tu sois triste. Mais si le personnage, par exemple, se met à hurler ou à puncher un oreiller ou à je sais pas... partir à courir 10 km pour pas penser à ce qui vient d'arriver. C'est dans le moment, dans l'action aussi qu'on décrit la douleur. Fait il faut se sortir aussi de nos émotions puis de voir comment elles se transforment dans le geste. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de ça en littérature. Il y a beaucoup de cette façon-là de montrer les émotions, mais pas en disant « j'ai mal, j'ai de la peine, je suis triste, je ris ». Non, c'est pas ça qui est drôle ou qui est souffrant, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de trouver la bonne manière de l'écrire, de le mettre en mots. Bien, je pense qu'on est beaucoup dans notre tête en général. Je t'ai-tu interrompu? J'ai levé la main. Comme un bon élève, oui, j'ai levé la main, vu. mais j'étais dans ton angle mort. On est beaucoup dans notre tête en général. On est habitué à ça. Puis je pense qu'on a encore du mal à retourner dans notre corps, tu sais. Puis, par exemple, une des approches, tu sais, en coaching PNL, ce que je trouve intéressant aussi, puis que c'est pas de la psychothérapie, chacun fonctionne différemment, ont des limites différentes, mais c'est qu'on retourne beaucoup, justement, dans notre corps, l'hypnose, la visualisation, puis ça n'a rien de spirituel nécessairement, mais c'est de retourner de revenir dans son corps, de dire comment on se sent, tu sais. Donc, juste de l'écrire, c'est tel quel, mais de le sentir, puis d'expliquer les émotions. Mais ça, on n'est pas habitué, puis je pense que c'est vraiment... puis j'essaye de le faire aussi en écriture, c'est vraiment un exercice intéressant. Tu sais, juste peu importe d'écrire un journal, il y a tellement de façons d'écrire un journal, et c'est été prouvé même scientifiquement que c'est un des outils d'auto-soin, pour ne pas utiliser l'anglicisme, mais qui est le plus efficace, puis justement de retourner comment tu te sens dans notre corps. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est peut-être culturel, qu'on n'est pas habitué de faire, ou on est beaucoup dans notre tête. Mais donc, l'art va nous permettre de... C'est ça, je trouve qu'en écriture, une façon, justement, peut-être de s'aider à écrire, c'est de retourner, essayer de sentir les émotions physiquement, comment on les sent. Oui, les émotions sont compliquées. C'est pas juste écrire « je pleure ». Au lieu de les analyser puis dire « OK, non, mais je devrais être triste dans cette situation-là », ben non, peut-être que pas. Tu sais, comment tu te sens physiquement, tu sais. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut tous travailler, tu sais. Oui, moi, je me dis toujours, la joie, c'est pas juste une seule émotion. La joie, c'est ressentir toutes les émotions et de les comprendre. Mais oui, Alain, tu avais quelque chose à dire. Oui, merci. Non, ça m'a rappelé, dans mon livre, on a vu qu'on devait composer l'histoire au fur et à mesure. Ça nous forçait à les composer avec des actions. Donc, c'est physique, là. C'est qu'est-ce que le personnage fait physiquement. Comment mettre mes personnages dans des positions où leur corps va parler.
Parce que c'est pas dans les mots nécessairement. En fait, en BD, c'est le luxe qu'on a, c'est l'image qui va parler. À un moment donné, il ferme la porte de la chambre de ses enfants, qui les a couchés. Son bras, je l'ai fait trop long. Il est vraiment très, très long. Il mesure 6 pieds 10 déjà, là, mais j'ai exagéré ça. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, ou c'est une erreur, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a de la misère, il est loin de ses enfants. Fait que c'est dans des petits détails niaiseux comme ça. C'est pas niaiseux du tout, là. Je vais arrêter de dire ça. Mais c'est là que ça se passe. Puis j'ai un chapitre qui se passe où mon personnage va chez l'ostéopathe. Et j'ai illustré, moi, quand je vais chez l'ostéopathe, à un moment donné, je regarde dans le vide, puis je suis plus là, je suis dans la partie du corps qui est traitée, je me promène. Fait on rentre par la tête du personnage, que son corps est vide à l'intérieur, puis lui, il est là, puis il se promène à l'intérieur de son corps. Puis à un moment donné, il entend son nom qui est appelé. Puis il arrive sur une espèce de butte de glace, puis il se met à gratter. Puis il y a un souvenir de marde, il y a un traumatisme qui ressort quand son père battait sa mère, puis qu'il a essayé d'arrêter son père, qui est figé dans la glace en dessous. Puis moi, je fais beaucoup de sport, je suis entraîneur sportif. Ma blonde, c'est la deuxième fois que je le dis, est danseuse contemporaine. Le corps, on est très... on écoute nos corps, c'est niaiseux, mais... On est très à l'écoute de ce qui se passe parce qu'on n'a pas le choix. Ça va nous parler, ça va nous dire des choses, notre corps, que notre conscience va vouloir nous cacher pour nous protéger. Alors, je trouve ça très important d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est l'accès à... C'est une porte vers comment on se sent pour de vrai. Alors, puis ça fait des belles contradictions. Nous, on voit des personnages qui vivent toutes sortes de choses qui sont paradoxales ou qui ont des désirs contradictoires. Fait que quand tu dis « je vais bien », mais que ton corps dit l'inverse, ça parle. Et j'aime que tu parles de l'art dans le livre parce que c'est tellement belle. Je vais juste montrer quelques pages à l'audience. Juste des pages. Alors, je trouve que les illustrations, ça rentre vraiment... On voit comme à l'intérieur de sa tête, on dirait que la mélancolie, le gris. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un style que tu as développé pour ce livre ou c'était vraiment quelque chose... C'est similaire tout le long? C'est d'abord pour des raisons économiques. C'était plus vite. Oui. Parce que ça a pris... Faire les planches finales, ça m'a pris 9 mois à temps plein, 5 jours semaine. Puis ma production était assez athlétique. Il fallait que je fasse attention. Justement, j'allais voir l'ostéo pour ne pas pogner de tendinite parce que sinon, je suis faite. Je ne peux plus travailler pendant 3 mois. Puis, fait que ça a pris... La version finale, ça a pris 1 an. Je me disais, il faut que je trouve une technique qui va me permettre de dire ce que je veux dire et que je maîtrise suffisamment. C'est mon premier roman graphique. J'ai travaillé en cours de route sur René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, où j'ai fait un chapitre, où j'ai pu expérimenter. Mais celui-là, c'est le premier gros que je fais. Puis je me suis dit, il faut que je t'offre la run. Est-ce que je vais être capable de faire 250 pages dans ce temps-là? Quelle technique je peux utiliser qui va aller vite, qui va être efficace? Parce qu'on n'est pas payé de la page, là. C'est un travail de moine que j'adore, qui est vraiment chouette. La grosse différence, le processus était vraiment le fun parce que on écrit le scénario, on fait les crayonnés, puis là, c'est comme une troisième couche de lecture de l'histoire qu'on fait en faisant les dessins. Ouais. C'était génial. Mais le choix allait bien avec l'histoire, mettons. Le choix du crayon mine, de la douceur. C'est des hommes qui vivent et qui ont vécu des choses violentes. Puis je veux montrer leur humanité, je veux montrer leur rapport à leurs enfants. Leurs femmes sont là, leurs parents, leurs mères. Je voulais attirer le lecteur avec quelque chose de très doux pour pouvoir lui donner une bonne tape sur la gueule après avec l'histoire. Mais j'adore les bandes dessinées parce qu'on peut voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'auteur. Mais pour toi, Marie, quand tu penses à ta personnage principale, est-ce que tu vois ta face ou tu vois... Elle s'appelle Marie Demers, là. Oui, exactement. Fait qu'elle a vraiment ma face, elle a tout. Bien, c'est ça, tu sais, j'ai écrit 2 romans autofictionnels avant. Le premier, le personnage s'appelait Marianne. Le deuxième s'appelle Marianne. Puis là, le troisième, je me suis dit, je fais aucune frontière entre moi et c'est moi à 100%. Puis j'ai toujours envie de repousser certaines frontières, d'aller plus loin, de me mettre en danger, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en danger dans s'exposer comme ça. Parce que mon personnage, la narratrice, elle est vraiment pas parfaite.
Elle fait plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Et c'est moi, ça. Je suis un être humain extrêmement imparfait, avec des grosses failles. Puis c'est ça que je raconte. Puis je raconte d'où viennent ces failles-là, comment je les mets en jeu, comment je les remets en jeu, comment je rejoue des patterns, comment j'essaie de détruire des patterns en les rejouant encore parfois. Quels événements dans ma vie m'ont mené où je suis là, puis pourquoi là je suis rendue à un carrefour dont j'arrive pas à me sortir. Puis comment je vais me sortir de cette espèce de... Un moment donné, dans le roman, je dis, je suis à un endroit où il y a plusieurs portes devant moi, elles sont toutes barrées, puis j'ai pas la bonne clé, puis je sais pas c'est quoi la bonne porte. Fait que c'était un peu ça le processus, de trouver la bonne clé, puis de déverrouiller des portes. Puis il y en a beaucoup qui passaient par la thérapie, puis il y a des clés qui se sont rebarrées en écrivant. Il y a des clés qui sont rouvertes en publiant, mais il y en a d'autres qui se sont rebarrées, puis c'est un peu un processus de vie en même temps. C'est ça, c'est un roman de vie, puis avec ce que ça comporte comme impudeur, disons, mais c'est ça, il n'y a aucune frontière entre moi et la narratrice. OK, c'est intéressant parce que des fois, même quand les personnes écrivent des essais, ils voient leur voix comme une autre version de eux. Mais est-ce que tu vois comme c'est vraiment toi? T'as raison, il y a des moments dans ma vie où j'ai l'impression de devenir un personnage. Puis si j'ai commencé à écrire, puis je raconte ça dans mon roman aussi, moi, le moment où j'ai décidé que j'allais écrire, c'est quand j'étais en Asie du Sud-Est puis que j'ai appris que mon père était décédé. J'avais 21 ans, je venais d'attraper la fièvre typhoïde. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, j'étais comme dans l'hôpital, puis mon père, qui était médecin, me disait « Marie, c'est comme une grosse gastro, relax! » C'est les derniers mots que j'ai entendus de mon père. Puis 10 jours plus tard, j'apprenais que mon père avait fait une crise cardiaque à vélo alors qu'il m'avait écrit un message courriel le matin même, tu sais. Puis je me souviens de ce moment-là très fort où je suis au Vietnam, puis vraiment, je sors de mon corps, là. C'est tellement fort, ce trauma-là. C'est tellement quelque chose qui ne m'arriverait pas. Ça arrive aux autres, ces affaires-là, là. Puis à ce moment-là, j'ai été incapable de ne pas me sortir de mon corps puis devenir un personnage. Puis je pense que c'est là que j'ai senti qu'il y avait une scission qui s'opérait à certains moments, malgré tout, où je devenais un personnage. Mais ce que je pense, c'est qu'on est tous un personnage et soi-même. T'sais, on est le narrateur de notre vie en même temps qu'on est un personnage qui s'observe. T'sais, on a deux voix. On pourrait prendre l'image de l'inconscient aussi, de la conscience pour faire la même chose. Mais c'est ça. Dans l'écriture, il y a des scissions qui s'opèrent puis qui miment, au fond, celles qui s'opèrent dans la vie aussi. Puis j'écris ça aussi. Donc, tu as raison. C'est une excellente question que tu me poses, mais c'est juste que je pense qu'on porte ça à la base en soi, cette voix narrative-là et ce personnage-là. C'est bon. Moi, ma mère est autrice. Ah, on la connaît. Et quand des choses m'arrivent qui sont très tristes, comme par exemple, mon père est mort en 2015 et on était à l'hôpital et elle m'a mis sa main sur mon épaule et elle dit « ça va faire une bonne histoire ». Ouais, c'est alors. Et là, je suis en train d'écrire cette histoire en bande dessinée. Alors, elle avait raison. Il faut que tu mettes cette scène-là dans ta bande dessinée. Oui, exactement. C'est sûr. Et je voulais savoir si tu trouves des fois, parce que tu écris de l'autofiction et tu écris sur tes trames, s'il y a quelque chose de triste qui t'arrive des fois, est-ce que tu penses que ça va faire une bonne histoire des fois? Ou tout est trop triste? Ben oui, la mort de mon père, je me disais, ça se peut pas. C'est une histoire de roman. Il va falloir que je la raconte. Je pense que c'est là que je suis devenue autrice dans ma tête. C'est quand mon père est mort. C'est triste parce que moi aussi, ma mère est autrice. Fait qu'il a fallu un peu l'influence combinée littéraire de ma mère, en ce sens que ma mère j'ai son héritage de quelqu'un qui m'a accueilli dans la littérature très tôt puis qui m'a fait lire des livres. Ma mère, c'était une passeur incroyable. Elle m'a fait lire des histoires auxquelles j'aurais peut-être pas eu accès si ma mère ne connaissait pas aussi bien la littérature jeunesse et autres. Mais il fallait aussi qu'il y ait un événement fécond d'histoire qui m'arrive pour que je me place dans cette situation-là. Fait que je pense que ça a été un élément déclencheur, en tout cas. Alors, on retourne vers toi, Ariane. C'est très différent de votre style d'écriture. Je voulais savoir, comme, en faire beaucoup de voyages dans ta vie, est-ce que tu trouves que la santé mentale, c'est quelque chose qui est similaire autour du monde? Et pour ton livre, est-ce que il y avait la majorité, c'est de Québec, les gens?
Ou c'est comme les États-Unis Oui, aussi, j'ai ça? écrit aussi des fictions dans le OK, passé, oui, mais là, excuse-moi. effectivement, c'était le premier ouvrage en santé mentale, qui est plus un ouvrage de référence, mais je dirais que les témoignages aussi, c'est des histoires vraiment inspirantes. Oui, je voyage beaucoup. Les gens que j'ai interviewés, c'est des gens d'ici, là. Mais c'est sûr que ce qu'on voit, tu sais, ça reste que la santé mentale, c'est une préoccupation de société occidentale. De prendre le temps de se questionner sur sa santé mentale et de pouvoir peut-être en prendre soin, je veux dire, c'est un luxe de riche, là, je dirais, ici. Je dis après, je veux dire, en voyageant, on voit si les gens sont en survie, de toute façon, sont en survie aussi ici, dans différentes situations, qui ne mangent pas 3 fois par jour, qui n'ont pas un toit ou en conflit, en situation de conflit. Évidemment, la santé mentale devient secondaire, mais je pense que la souffrance est d'autant plus là. C'est juste que je pense qu'ils n'ont juste pas le luxe de commencer à penser comment s'aider, essayer plusieurs approches, comme j'ai pu faire toute ma vie, tu sais. Mais donc, c'est pas nécessairement un sujet quand je voyage, j'en parle avec les gens que je rencontre, etc. Quand les gens savent qu'on est auteur ou journaliste ou ils viennent beaucoup vers nous aussi pour nous raconter nos histoires. Puis c'est ce que j'aime comme journaliste, c'est de donner la voix, justement. Puis j'avais pas nécessairement envie de parler de mon histoire dans le livre, mais c'est sûr que j'ai été influencée aussi par rapport à ce que j'ai vécu, je vis, pour comprendre les gens, en ayant un trouble de santé mentale. Mais effectivement, c'est une préoccupation je dirais, de société occidentale. Mais je pense que la souffrance est d'autant plus grande là, dans ce que, je veux dire, les exemples sont trop nombreux, malheureusement, là, qu'on pourrait nommer en ce moment. Là. Mais vous avez aussi dit qu'après COVID, les numéros de santé mentale a monté dans tout le monde. Est-ce que tu trouves que comme la pandémie a vraiment, comme dans le monde, a vu qu'on est très similaires dans qu'est-ce qui nous rend tristes, comme rester chez nous, pas aller dehors? Oui, le contact avec les gens. Ouais. Je pense qu'au début, pour avoir parlé à beaucoup d'experts, là, je pense qu'au début de la pandémie, certaines personnes avec des troubles anxieux, par exemple l'anxiété sociale, je pense que le fait de devoir justement s'isoler pour un court laps de temps, ça peut avoir été un peu salvateur. Mais rapidement, avec l'attente, l'incertitude, je veux dire, tout ce que la pandémie a amené comme émotion, je pense que l'anxiété, le stress a été non seulement exacerbé, mais je pense qu'aussi, la bonne chose, entre parenthèses, c'est que je pense que des gens ont vécu peut-être leur première crise d'angoisse physiquement ou même des chocs post-traumatiques. Et là, ce qui peut amener, j'ose espérer, plus d'empathie. Pour en avoir parlé, les gens qui portaient des jugements par rapport et même dans notre vocabulaire, je pense que ça l'a changé. Donc, oui, il y a plus d'anxiété. On en parle beaucoup chez les jeunes, beaucoup plus de troubles alimentaires avec les réseaux sociaux, beaucoup plus d'anxiété. Mais je pense que les gens comprennent plus aussi. Il y a moins de tabous, je pense. Mais quand je dis les gens comprennent plus, les gens qui l'ont vécu peut-être, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à... Il y a encore beaucoup de jugements puis d'incompréhension, que ce soit par rapport à prendre une médication, que ce soit par rapport... Même moi, je veux dire, je l'entends, puis... Donc, des ouvrages comme ça, puis ce qui existe déjà, bien, le but, c'est d'expliquer aux gens. Il faut déjà avoir une curiosité là, pour vouloir comprendre, donc, pour moins juger, tu sais. Mais juste la pandémie, il y a aussi le fait qu'il y avait tellement d'affaires mises sur pause, tellement d'activités qui nous étaient enlevées, puis je pense qu'on a tendance à s'étourdir, à s'engourdir à force d'événements, d'activités, de relations sociales. Puis là, il y avait... On se retrouvait face à nous-mêmes aussi. Il y avait comme un genre de miroir grossissant, là, où dans la solitude de chez soi, il fallait... C'est comme si nos problèmes nous rattrapaient un peu, j'ai l'impression. On n'a pas eu le choix Oui, c'est ça. Effectivement. Et c'est sûr que quand tu luttes pour ta survie dans d'autres pays, tu n'as pas le temps à penser à... Là, à un moment donné,
quand tu es confronté à ton moi profond puis que tu n'as rien pour le détourner, là, pour faire un petit bonhomme tch sur mon livre, mais il y a de ça aussi, je pense. Ouais. Bien, tant mieux après si ça l'a amené une introspection puis que les gens ont été capables d'aller chercher les ressources. Bien, les ressources. L'accessibilité qui est pas. On parle du système. J'ai un chapitre qui parle du système de santé québécois, qui est pas évidemment pas qui est pas parfait, mais qui est pas le pire. Mais qu'est-ce que c'est quand même pour donner de l'espoir. Mais effectivement, il faut avoir l'accessibilité est pas toujours là, tu sais, en ce moment. Puis moi, j'ai l'impression, en plus, qu'avec la pandémie, dans les pays riches, on s'est rendu compte que notre quête effrénée du bonheur, de penser que d'avoir du succès va nous rendre heureux, que d'avoir du confort va nous rendre heureux, que le bonheur, c'est une espèce de but à atteindre, c'est complètement faux. Là. C'est une illusion. Comment dire, ce qu'on devrait rechercher, c'est la vie, c'est de vivre le plus large possible les choses comme elles sont. Des fois, il y a du bonheur là-dedans, il faut le savourer parce que c'est juste un des ingrédients. Là. Puis si tu veux pas, si on a peur de vivre les autres, on est complètement en décalage avec nous-mêmes, puis on ne peut qu'être malheureux profondément. Et je ne sais pas si c'est ça la source de la dépression, mais une dépression, c'est un moment où nos émotions, on les ressent plus, où on a de la difficulté à ressentir lesquelles sont lesquelles. Fait que j'ai l'impression que la pandémie a amené les gens à un endroit, comme tu disais, où on n'est plus capable de... Je ne peux pas aller faire toutes mes activités physiques qui me permettent de ne plus être anxieux. Je suis allé voir l'exposition de Henriette Valium hier. Henriette Valium, c'est un BDiste underground, trash. Incroyable, hyper précis, avec des sujets parfois trash, souvent antifascistes. Puis lui, il disait, son travail est un peu hypnotique parce qu'il y a du détail par-dessus du détail avec des motifs en arrière. C'est fait avec une précision incroyable à la main. Lui, c'était sa sortie de voici ce que c'est d'être anxieux dans la vie. Puis il dit, je peux pas ne pas dessiner. Si j'arrête de dessiner, je viens fou. Il faut que je dessine. Lui, c'était pas une porte de sortie, c'était ça le soulagement de l'anxiété. Fait que problème d'alcool pendant sa vie, puis à la fin, il est décédé il y a 2 ans, puis je parlais avec sa blonde, sa veuve, je dirais, parce que c'est pas feu sa blonde, elle est encore en vie. Bon, puis elle me racontait comment, à la fin de sa vie, les 12 dernières années, il a arrêté de boire, il a commencé à prendre bien soin de lui, puis sa création était toujours aussi anxieuse, son anxiété était encore là, mais il était capable d'exprimer, d'aller plus loin là-dedans. C'est ça qui est fantastique, c'est que c'est pas vrai qu'il faut être un artiste maudit. Il vivait dans un garage. Là. Son studio était dans un garage où il avait mis un bain, il avait son atelier, sa table à dessin qui devenait sa table à souper. Il était pauvre, là. Il vivait sur le bien-être social toute sa vie parce que son œuvre, le côté trash, était repoussante, même si elle est essentielle, son œuvre. C'est Michel Rabagliati qui a parlé à Radio-Canada, puis il était comme, ça n'a pas de bon sens qu'il ne soit pas célébré, ce gars-là. C'est au Musée d'art contemporain que ça devrait aller, ses affaires. Mais lui, son rapport à la santé mentale, c'était pas la béquille, mais le dessin lui a permis de vivre. Puis quand il allait mieux, ça lui a permis d'aller encore plus loin là-dedans, je pense. Moi, je trouve pendant la pandémie, j'ai dessiné trop. Comme j'ai réveillé dans le matin, j'ai dessiné toute la journée, là, j'allais me coucher. Et là, j'ai suffer from burnout, parce que j'avais rien d'autre à faire et ça a apporté du joie, mais à un point, trop de quelque chose, ça peut nous faire du mal. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre journée que vous faites comme un schedule, une routine pour pas suffer from burnout? Bien, j'ai fait des épuisements professionnels puis des dépressions. Donc après, mais pour avoir essayé tous les trucs, vous aussi, pour avoir essayé tous les trucs aussi donc je sais ce qui me fait du bien. Après, c'est ça. Tu sais, je suis quelqu'un aussi qui prend beaucoup soin des gens, donc c'est plus ça, c'est autre chose. Donc pour l'écriture qui me fait du bien, ce que j'aime, c'est écrire le matin. Même, on parle, il y a de la littérature sur les pages du matin. Si, exemple, on écrit un journal ou peu importe, parce qu'ils disent que le matin, notre ego, qu'on peut voir de différentes façons,
Il est utile des fois, mais souvent, il prend trop de place. Donc, notre ego ils disent que les premières 45 minutes, 1 heure du matin, l'ego est comme moins présent. Donc, j'aime bien... donc, mon hamster mental tourne moins aussi. Donc, j'aime bien prendre 1 heure le matin pour vraiment plus sortir mes idées, peu importe, là, tu sais. Peu importe comment ça sort. Après... ça dépend. Je suis quelqu'un qui a du mal avec la routine. Pourtant, ça aide beaucoup à une meilleure santé mentale, la routine, les rituels, etc. Mais moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a de la difficulté et qui suit beaucoup de projets, comme vous. Donc, mais idéalement, effectivement, d'écrire le matin, puis de me créer une espèce de... Pour aider les gens peut-être qui écrivent, créer une espèce de cocon, une espèce de vraiment... Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, une espèce d'espace, et pendant au moins 1 heure, et puis sortir les idées. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Moi, je dois faire des demandes de bourse parce qu'il faut vivre. Fait qu'en faisant les maudites demandes de bourse, ben, tu es obligé de penser ton projet, puis de l'articuler, puis de le réarticuler parce que c'est un art en soi qui est dur à maîtriser, les demandes de bourse. Mais sinon, le prochain livre que je fais, c'est une histoire que j'avais développée pour le cinéma, que j'ai commencé à travailler dessus il y a 12-13 ans, je pense. Puis il y a Micheline Langto qui m'avait aidé à la scénarisation parce que j'ai travaillé souvent avec elle. Elle a joué dans certains de mes films. J'ai été stagiaire à un de ses longs métrages. Puis le personnage principal, c'est basé sur ma belle-mère qui est anthropologue judiciaire. Elle est prof d'anthropologie, mais elle est anthropologue judiciaire pour les maritimes, les provinces maritimes. Fait que des fois, le matin, quand elle est chez nous, elle reçoit un appel de la GRC, puis il y a une photo d'ossement. Puis là, il faut qu'elle regarde les os, puis « Ah non, c'est un chevreuil, ça. » Puis de temps en temps, « Ah ouais, c'est une main humaine, ça. » Ben ouais. Mais là, mes filles regardent ça. « Ah ouais, c'est une main humaine. » Fait que ça fait des déjeuners toujours excitants chez nous. Puis elle m'a raconté une couple d'histoires qui était évidemment hallucinante parce qu'elle est au cœur du travail policier avec son travail. Puis aussi, c'est une histoire de relation mère-fille. Fait que là, pour écrire cette histoire-là, il fallait que je m'assoie quand ma fille était petite, puis que je prenne du temps pour écrire ça, puis éventuellement, j'allais voir des producteurs, puis les horaires de travail vont varier dépendant à quelle étape je suis rendu. Mais le dessin, avec une bourse, avec une sécurité financière, je ne suis pas obligé de faire 15 projets en même temps. Ça, j'étais capable de faire du 9 à 5. Même au début, je commençais, je faisais du 11 à 5 pour habituer mon bras à dessiner à tous les jours. Le matin, j'allais faire du vélo. Je suis un papa qui fait du vélo, moi. Puis, parce que je faisais de la course de vélo quand j'étais jeune, parce que j'ai besoin, mon hamster, sinon il va trop vite. Il faut que je bouge. Puis, après ça, j'étais capable de dessiner pendant ces blocs d'heures-là, 5 jours semaine. J'étais là. T'sais, on me voyait à mon studio, les autres locataires disaient c'est notre artiste en résidence, il est tout le temps là, il dessine tout le temps, on le voit, il est là. On arrive, il est là, on part, il est là. Puis c'était fantastique d'avoir cette routine-là, sans avoir à m'inquiéter de mon argent. Déjà, j'avais une bourse, là. C'est mieux qu'Henriette Bagnum, que lui est obligé de justifier aux amis de ses amis qui sont fâchés parce qu'il est sur le bien-être social, puis leur expliquer non, mes affaires se vendent jusqu'en Nouvelle-Zélande, mais c'est underground. Je ne suis pas reconnu, mais je travaille de 9 h du matin jusqu'à 11 h du soir à tous les jours. Là. On travaille comme des débiles. Mais c'est comme des profs, c'est pas tellement reconnu. Et je trouve ça intéressant que tu dis pour le dessin, il faut, c'est un muscle, alors il faut faire petit à petit. Je pense que la première fois que j'ai fait un grand projet de dessin, j'avais tellement mal au bras que je suis allée tout de suite à voir un docteur, comme un physio. Elle dit, ben, tu dessines trop. And I was like, c'est pas une réponse, là. Il faut que je dessine trop. Alors, ouais, elle m'a dit aussi, ben, il faut faire un petit à petit, chaque jour, ajouter 1 heure. Mais oui, le premier mois de faire ça temps plein, je pouvais pas bouger mon bras et j'avais vraiment peur. Alors, c'est bien d'entendre que je suis pas la seule qui a eu ce problème. Oui, le burn-out. Comment tu fais pour pas en avoir? Alors, toi, le burn-out. Okay. Je sais pas, sincèrement. Ouais. Moi, j'ai du chemin à faire pour trouver un équilibre, évidemment. Je trouve ça difficile, porter plusieurs chapeaux. Puis en même temps, je me vois pas avoir un seul métier, oui. Mais la correction, l'édition, être prof, chargé de cours à l'université, écrire pour la jeunesse, écrire des nouvelles, écrire pour les adultes. C'est comme, là, je suis en train de développer des projets télé, il y a
Puis on aime notre travail, on est travailleur autonome souvent, on ne sait pas c'est quoi la prochaine rentrée d'argent. Alors on dit, ben il faut en faire de l'argent maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à la saison prochaine. C'est toute une gymnastique, puis il ne faut pas que ce qu'on aime devienne ce qu'on haïsse le plus au monde. Puis c'est un peu ça le burn-out aussi, c'est que quand ton moteur de création de vie devient un boulet complet, puis il est en train de t'attirer vers le fond, il faut commencer à se poser des questions. Bien, c'est une recherche d'équilibre. Moi, j'aime pas la routine non plus. Je suis pas quelqu'un qui fait du 9 à 5. Donc, la réponse, c'est que je n'ai pas trouvé la réponse encore. Je pense que dans chaque gros projet comme ça, de toute façon, il y a... c'est pas vrai que c'est tout ce qu'on aime tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de circonstances et conditions, surtout que c'est pas valorisé en ce moment, hein, la littérature, les communications, pour ne pas mentionner personne, mais donc on se bat un peu justement avec les bourses, etc. Puis souvent, les gens ont du mal à comprendre. Oui, on est passionné, on couvre plusieurs chapeaux, mais c'est aussi peut-être parce qu'on a choisi tous des domaines artistiques qui sont moins payants, mais on les a pas choisis comme à cause de ça, mais je veux dire qu'ils demandent beaucoup de temps. J'ai enseigné aussi. C'est le journaliste, etc., qui est très dévalorisé au Québec, là, un peu partout, en fait, peu importe les raisons, mais donc je pense que c'est sûr qu'il y a des moments, et puis les maisons d'édition deviennent plus petites, je dirais. Donc, je pense que quand qu'on aime écrire, on le fait pour essayer. Moi, cet ouvrage-là, en plus, sur la santé mentale, je l'ai fait, en fait, peu importe nos ouvrages, pour faire une différence, inspirer les gens, même dans le voyage, inspirer les gens, essayer de faire une différence, de toucher les gens, même principe dans le documentaire, etc. Donc, je pense que ça nous propulse, mais c'est pas vrai il y a beaucoup de moments stressants et on finit finalement aussi par pas mal tout faire par nous-mêmes. Une chance qu'on est polyvalent puis qu'on aime ça, mais c'est vrai que c'est prenant. C'est difficile de ne pas être près de l'épuisement professionnel ou dans ce qu'on fait, je pense. Ben oui. Donc, c'est... oui, je pense que c'est difficile. C'est juste pour rebondir là-dessus, c'est que les gens se disent « Ah, tu vis de ta passion, donc tu dois être heureux, tu dois être heureuse. » Oui, mais ma passion, c'est ça. Oui, c'est ça. Ma passion, c'est me faire violence aussi. Écrire, c'est un acte fondamentalement difficile. Des fois, Des fois, c'est l'affaire que j'ai le plus au monde aussi. T'sais. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu la boîte de livres, la première impression qui est arrivée chez mon éditeur. J'étais là, OK, on va l'ouvrir. Puis, mon co-auteur, lui, qui a écrit le scénario, mais qui n'a pas dessiné pendant un an, qui a été comme loin du projet pendant un an, quand il l'a ouvert, c'est beaucoup son histoire, puis mon histoire à moi qui est greffée comme en contrepoint. Fait que lui, pour lui, il s'était reposé pendant un an. Là. Il pleurait de joie, il était content. Moi, c'était comme, OK. Ah oui, c'est ça. C'est comme si j'avais accouché d'un livre au coin vraiment carré, là, puis que ça a fait mal. Et c'est aussi parce que la côté visuel du livre, c'est plus toi que lui. Oui, c'était tout moi. Lui, un coup que c'était écrit, on s'est dit bye-bye, on se revoit dans un an. Là. C'est moi qui ai fait ce bout-là. Voir le livre imprimé, c'est stressant. C'est stressant. Moi, c'est comme de quoi ça va avoir l'air. Ah non, c'est pas... Il y a ça, il y a la partie détail, mais il y a la partie aussi, mon Dieu, pourquoi j'ai pas pris 2 semaines off? Bien, j'ai pas pris 2 semaines off parce que ça a pris... J'ai dû aller gruger dans mon argent pour les impôts de fin d'année parce qu'il n'y avait plus de bourse pour les 2 derniers mois. Fait que là, je me suis endetté pour finir le livre. Fait que dès que le livre, j'ai fini la table à dessin, c'était enligner les projets de vidéo pour pas faire faillite. Là. Fait que j'ai pas eu de repos entre les deux. Mais idéalement, ça aurait été ça. Ça aurait été 2 semaines off, comme ça, à faire la planche. Puis après ça aurait commencé à aller mieux. Et puis c'est la promotion aussi. Je pense souvent les gens qui ne comprennent pas disent « Ah, mais là, c'est publié, tu vas pouvoir te reposer. » Non, tu ne comprends pas un livre. Puis
Puis je pense que c'est pas tous les auteurs non plus qui comprennent ça. Puis là, je lance pas de pierre, là, mais c'est comme non, il faut le propulser pendant 1 an, 2 ans. Faut aller chercher tous ces contacts. Il faut essayer d'être opportuniste parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement Il faut aller sur les difficile réseaux pour les gens sociaux de aussi. savoir. De Faire des tables rondes. décider, tu Ouais. sais. Donc, exact. Et c'est ça, on prend des auteurs qui travaillent toutes seules pendant des années dans une chambre et là, tout à coup, c'est comme 1 an de faire tout ça sur un scène. Tout à coup, il faut s'habiller. Ouais. So, il faut savoir avant de vrai devenir que ça aurait auteur été que ça fait partie de la processus, c'est ça. Alors là, je pense qu'on est presque fini, mais est-ce que vous voulez dire si vous êtes à quelle table cette fin de semaine pour venir vous voir? Oui, moi, c'est avec Béliveau, en fait, éditeur. Si je ne me trompe pas, c'est la 1113. Mais en fait, je ne vois pas les numéros. Non, les numéros, personne ne sait les numéros. Hein. C'est clair. Avec Prologue, là, vous allez voir. Je suis pas mal là tout le temps, à temps plein. Puis ça va me faire plaisir ce que j'aime des salons, c'est aussi que c'est les gens, bien, ça va me faire plaisir d'entendre vos histoires, peut-être d'entendre, juste pour vous dire, le dernier salon, en fait, que j'ai fait à Rimouski, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, il y a vraiment beaucoup d'intervenants qui sont venus chercher le livre, donc les psychologues, il y a des étudiants aussi en travail social, éducation spécialisée, mais aussi beaucoup de parents. Donc, il y a une section, en fait, pour les parents, comment aborder la santé mentale en général avec ses ados et ses enfants. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Puis donc, la plupart des médias, en fait, qui ont écrit sur le livre mentionnent que c'est une petite Bible que chaque famille devrait avoir, en fait, pour justement, ou la bonne chambre de filles qui est sur la table de chevet puis qu'on va chercher pour aller chercher des pistes. Donc, venez me voir, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Moi, je suis avec Moelle Graphique, qui est juste à côté des éditions Main Libre, là-bas à droite. Les éditions Main Libre, c'est ma sœur et mon beau-frère qui sont les éditeurs. Moelle Graphique, c'est Julien Poitras, qui est un médecin urgentologue qui a décidé que lui, il partait sa maison d'édition. Puis en face, il y a La Pastèque. Mon prochain projet, c'est avec La Pastèque. J'ai un projet aussi que je développe avec Main Libre parce que c'est ma sœur. Puis elle m'a dit, t'as pas le choix, celle-là, tu le fais avec moi. J'ai dit, oui, maman. Oui, tout est dans tout. Fait que le triumvirat est là-bas. Là. Même chose, venez me voir, venez jaser. Moi, c'est une histoire de papa. Ça touche des gens parce qu'il y a des gens qui reconnaissent leur père, qui reconnaissent leurs frères, qui se reconnaissent eux-mêmes ou leurs enfants. Fait que si vous avez des histoires, c'est pareil. On prend vos histoires et on en fait des livres après. Et Oui, on mais je suis en quand parle même certain que chaque père va se voir dans ton livre. Et même, moi, je ne suis pas un père et moi, j'ai trouvé des moments très relatable dans le livre. Alors, ouais. Merci. Moi, je vais signer à 2 heures, distribution HMH, le gros signe orange là-bas. Ah, ça, c'est facile. Facile, là, il n'y a pas d'excuse. Sinon, je signe vendredi, enfin, je sais pas, 5 heures à 8 heures environ, je vais être à la bagnole et HMH. Samedi à 14 heures, à HMH aussi. Puis, ben, vous n'êtes pas obligé de venir me voir, mais vous êtes obligé d'acheter mon livre. Ça, c'est sûr. Et merci tout le monde pour À la bonne. rester avec nous pour le table ronde. Merci. Merci. Merci, Arizona. Merci beaucoup. Merci à toi.